Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à notre soirée thématique sur la résistance transfrontalière. J'ai le plaisir de présenter mon collègue et ami Jim Gurles. Donc Jim, il a été enseignant dans les écoles primaires et secondaires. Il a été pédagogue social. Et il a aussi été directeur adjoint de lycée. Il est aussi depuis une dizaine d'années engagé en tant que bénévole ici au musée. Et il est président des Amis du musée. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est en fait qu'il est le fils de José Gurles, qui était un résistant et membre cofondateur du réseau de résistance PIMEN, qui était spécialisé justement dans les réseaux d'évasion et de renseignement. Et donc, Jim, il dispose des archives de ce mouvement de résistance, qu'il met aussi régulièrement à disposition des chercheurs, et il travaille aussi lui-même sur ce thème. Et donc ce soir, il va répondre à toutes mes questions et il va nous présenter donc ce sujet passionnant. Avant de commencer au vif du sujet, j'aimerais juste bien faire le point sur ce qu'on entend par résistance. Donc nous, on travaille souvent avec une définition restreinte du terme. Donc par résistance, on entend vraiment une action, quelque chose qu'on fait. L'action doit avoir une intention de nuire le régime d'occupation ou l'idéologie nazie. Et cette action doit aussi présenter une transgression de l'ordre nazi et entraînant donc une répression. C'est-à-dire il faut quand même se rendre compte que le Luxembourg, il est vraiment annexé de fait au Troisième Reich. Et donc on n'est pas seulement occupé comme en France ou en Belgique. On a vraiment un régime qui veut annexer le Luxembourg dans tous les niveaux au sein du Troisième Reich. Et du coup, la surveillance, elle est quand même beaucoup plus soutenue. Et donc, des actions qui ne sont pas forcément des actes de résistance, mais plutôt d'oppression, comme par exemple écouter la radio alliée, peuvent entraîner des conséquences néfastes. Donc, les frontières entre résistance et opposition sont floues, mais elles se conditionnent réciproquement. Et donc, on a à l'heure actuelle toujours pas de chiffres exacts de combien de gens ont participé à la résistance, mais selon la définition, on parle de 1 à 3% ou jusqu'à 10% selon justement la définition de la résistance. Et donc, ces actions ont été de la contre-propagande, l'aide financière à des gens qui ont perdu par exemple leur travail à cause de leur opposition, cacher des réfractaires et des déserteurs, des mouvements de protestation et des grèves, mais justement la résistance a aussi des transfrontalières. Donc c'est aujourd'hui notre sujet, ce qui nous intéresse. Et donc Jim, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est cette résistance transfrontalière ? Oui, d'abord merci. D'abord merci Elisabeth pour tes gentils mots de présentation. En fait, comme tu as déjà dit au début de la guerre, c'était principalement la contre-propagande, les fameuses histoires de la guerre des insignes, le Sprengelskrieg, la guerre des tracts, où les résistants ont fait des tracts qu'ils ont collés sur les affiches allemandes, et puis l'assistance matérielle, collecte de vêtements, d'argent pour aider les gens qui étaient déjà dans le besoin. Mais du moment qu'il a été question de plus de personnes qui voulaient partir à l'étranger, soit en France ou en Belgique, c'est-à-dire avec les évasions, c'est clair que là on parlait de transfrontaliers. Venaient s'ajouter après les travaux d'espionnage, de renseignement qui aussi touchaient les pays tout autour, et surtout pour faire avancer, vu qu'il n'y avait pas dans le temps les différentes possibilités digitales et techniques, pour faire avancer ou passer les renseignements à Londres, il fallait donc avoir des gens qui transportaient ces renseignements pour qu'ils arrivent finalement par la France ou par la Belgique aux mains des alliés des services de renseignement. Donc la résistance transfrontalière, c'est en fait tout le travail qui a été fait dans les évasions et dans les services de renseignement. J'ai noté dans ma petite PowerPoint aussi deux autres types de résistance transfrontalière qu'on ne va pas traiter ce soir, mais qu'il faudrait quand même aussi noter.
Donc c'est aussi la contre-propagande. Donc il y a certains mouvements de résistance qui ont fait imprimer leurs tracts et leurs journaux clandestins à Bruxelles, par exemple. Et il y a aussi beaucoup de résistants qui se sont engagés dans les maquis et dans les armées alliées. Mais aujourd'hui, on s'est vraiment limité à cette résistance transfrontalière entre la France, la Belgique et le Luxembourg qui comprend aussi plusieurs passages. Donc, voilà, mais juste pour noter qu'il y a encore aussi d'autres types de résistance transfrontalière. Comment cette résistance transfrontalière s'est-elle évoluée? Bon, au début, je dois dire que les premiers passages de frontières ont été des passages assez individuels par des patriotes engagés qui ont surtout rencontré des prisonniers de guerre français, qui sont les premiers prisonniers de guerre français qui avaient échappé aux Allemands, et qui ont aidé ces prisonniers de guerre à traverser clandestinement la frontière. Il y a 2-3 exemples dans la région. Donc, il y a d'un côté, tout près d'ici, de l'église, il y avait le curé Jost, qui a un matin, en venant travailler, rencontré un prisonnier de guerre français sur l'escalier de l'église, qu'il a emmené chez lui, ravitaillé. Et puis, comme il ne se connaissait pas en matière d'évasion, il l'a emmené chez son confrère, le curé Fisch, à La Sauvage. Bon, ceux qui sont de la région, ils connaissent le petit coin de La Sauvage. C'est le point idéal pour essayer de traverser clandestinement la frontière. Comme par chance, le curé de La Sauvage, il avait un petit enclos avec quelques moutons. Et cet enclos, il se trouvait sur territoire français. Parce qu'à La Sauvage, il y a vraiment 1 mètre à faire. On était de Luxembourg en France et vice-versa. Donc il a fait passer cet évadé par le territoire de ses moutons pour l'aider à fuir. Très doucement, il y a eu autour, dans différentes villes aussi, des patriotes qui ont alors ouvert les yeux pour voir s'il n'y avait pas d'autres gens dans le besoin qui pouvaient aider. Et ainsi, il y a par exemple eu à Rumelange, c'est le moment de citer ça, un crédit rentier, M. Fettler, qui lui, il a vraiment eu le nez pour trouver les gens. Ça, c'était tous des prisonniers de guerre pour les aider à traverser. Peu plus tard, donc au début, j'en ai maintenant, en début 41, il s'est signalisé qu'il y avait toujours plus de personnes qui voulaient fuir le Luxembourg pour aller en France ou en Belgique. D'abord, il y avait des jeunes qui n'avaient pas du tout envie de suivre cette germanisation. Donc, vous devez tous être des Allemands. Des jeunes à un certain âge qui se rébellaient, qui se révoltaient, qui disaient on en a marre, nous on ne veut pas de ça. Après, il y avait déjà ceux qui s'étaient déjà manifestés par des actions anti-allemandes et qui avaient le sentiment qu'ils étaient dans l'œil de la Gestapo. Ceux-là aussi. Il y avait ceux, clairement aussi, qui disaient nous, on veut partir carrément en Angleterre pour aller aider les Alliés à combattre les Allemands. Donc le nombre de jeunes, surtout, qui voulaient partir, est devenu plus grand. À ce moment-là, autour des Allemands, évidemment, pour faire la contre-propagande, ils ont publié, après qu'il y avait eu des jeunes qui avaient été attrapés en traversant la frontière de leur propre gré, alors les Allemands ont publié un grand article dans la presse du niveau allemand en disant « Écoutez, chers parents, avertissez vos enfants que c'est ultra dangereux de se laisser avoir par des amateurs d'aventure. » En lisant cette annonce dans le journal, des copains autour de mon père, avec leur petite organisation qui existait déjà, se sont dit si les Allemands déjà publient une telle annonce, ça veut dire qu'il y a toujours plus de besoins de gens qui veulent partir. Donc ce qui est rapporté alors, c'est qu'en juillet 1941 eut lieu, ils ont alors dit on doit organiser cela de façon plus professionnelle. Et c'est en juillet 1941 que donc une première évasion avec 4 jeunes gens de Luxembourg, tous les 4 sont partis de Differdange. Ce n'est pas peut-être un hasard que leur passeur
de ce jour-là, c'était le 20 juillet 1941, leur passeur était, on va en parler après, deux des résistants les plus grands que Luxembourg ait connus, c'était Eugène Léger et Albert Ungeheuer. Et ils faisaient fonction de passeurs dès ce moment-là, et jusqu'en novembre, à partir de juillet, ils ont aidé déjà 100 personnes à traverser clandestinement la frontière. Mais ce n'était pas seulement ces passeurs de la filière des patriotes indépendants, des Pimènes, mais c'était aussi dans d'autres localités où un bon nombre de résistants ont dit le besoin est là, on doit s'organiser de façon un peu plus structurée et mieux organisée. Ça, c'était donc le transfert des passages totalement individuels vers des passages beaucoup plus organisés. Et bon, en partant de là, ça s'est lentement et progressivement beaucoup mieux organisé. Et donc, je pense qu'on peut dire que quasiment tous les mouvements de résistance se sont engagés dans cette résistance transfrontalière. Oui, il n'y en a pas un qui aurait dit non, nous on ne fait que la collecte d'argent, on ne fait que une autre sorte d'aide. Ils ont tous essayé, selon leurs moyens, d'aider aussi des gens à partir. Ce qui est vrai selon la région où se situaient leurs quartiers généraux, comme on peut dire. Il y en a par exemple qui ont dit nous, on n'est pas situé près de la frontière, comme Differdange, comme Esch, ou comme au nord aussi peut-être Trois-Virches. Alors ceux-là, ils ont dit nous, on est prêt à préparer certaines choses dans les travaux avant le passage, mais on a besoin de gens qui sont de la région pour effectuer les passages. Mais ils ont tous contribué à ces évasions selon la façon où ils se situaient. Oui, donc je vous ai mis en fait une liste de tous les réseaux, de tous les mouvements de résistance qui ont été actifs soit dans les évasions, soit dans les renseignements. Et donc les Pimènes et les Luxembourg Volkslegion étaient en fait les deux mouvements qui étaient le plus actifs dans cette forme de résistance. Bon, le problème, c'est qu'il y en avait d'autres qui étaient très actifs aussi, mais il se pose un problème à d'autres niveaux aussi, c'est que nous, on dispose de beaucoup plus de traces et de matériel sur la LVL et sur les patriotes indépendants, desquels j'ai hérité de par mon père beaucoup d'archives où on peut retrouver beaucoup de données. Et on attend toujours, on est toujours ouvert à ce que d'autres personnes qui ont hérité ou qui ont trouvé du matériel nous contactent au musée pour dire on peut élargir les données qu'on a, puisqu'on ne peut pas se limiter à seulement présenter peut-être l'une ou l'autre organisation, mais pour le moment, on ne disposait pas de matériel plus poussé pour différentes autres organisations qui ont quand même, on va le voir après, contribué d'une grande façon à la résistance transfrontalière. Oui, donc de manière générale, on peut dire que les résistants ont été issus de toutes les classes d'âge et de toutes les couches sociales. Il y a quand même eu beaucoup de jeunes, il y a aussi beaucoup d'ouvriers. C'était des hommes, des femmes, des luxembourgeois, mais aussi des étrangers et aussi parfois des membres de la communauté juive. Mais si on revient à cette question du nombre de résistants, là on est un peu perdu parce qu'on n'a pas de chiffres concrets. Donc Jim, est-ce que tu as des estimations par rapport aux passeurs et par rapport aux gens qui étaient actifs dans le renseignement? On ne reste qu'à certaines estimations. Pour le nombre de passeurs, je peux dire que j'estime le nombre de passeurs à autour de entre 50 et 80. Et le même chiffre pourrait être cité aussi pour ce qu'on appelle les résistants transfrontaliers. C'est-à-dire qu'il y a des résistants qui ont, par exemple, pendant la guerre, 3-4 personnes qui ont régulièrement fait des trajets aller-retour. Mais il y en a d'autres qui sont restés en France, qui ont quand même beaucoup travaillé avec leurs copains de Luxembourg, que je qualifierais aussi de transfrontaliers. Donc en regardant un peu les différentes organisations qui avaient tous un certain nombre de personnes, on peut estimer qu'il y a là ensemble, donc d'un côté, les passeurs eux-mêmes n'ont pas été ultra nombreux, puisque pour jouer le passeur, il fallait quand même un certain profil. Il y a des gens qui ont carrément dit nous, on est d'accord pour aider
la résistance dans la préparation pour faire les faux papiers, pour faire l'hébergement, pour faire le transport dans le pays, pour aller les chercher à Mersch et les amener à la frontière. Mais pour faire le passage de la frontière même, il a fallu un certain cran. Et des gens ont carrément dit j'ai carrément trop peur pour aborder cela, mais je veux aider autrement. Oui, et puis bon, on estime qu'il y a eu environ 2000 personnes qui ont été... les passages, oui. Qui ont été guidées hors du Luxembourg. Oui. Mais donc, j'ai mis toujours des points d'interrogation, c'est vraiment juste des estimations. Et donc, il faudra encore faire davantage des recherches pour vraiment pouvoir avancer des chiffres un peu plus clairs. Donc, si on revient maintenant concrètement à cette résistance transfrontalière, on voit ici les cartes avec les différents passages. Peut-être tu peux les commenter, si tu veux. Oui, je vais là rapidement évoquer les points cruciaux qui ont été utilisés pour les évasions. D'un côté, on commence, c'est une carte à gauche qu'on a de la part de Henri Corkent, ce journaliste qui a fait après des livres aussi très intéressants pour le travail pendant la guerre. Puis on commence au nord, il y avait tout au nord, près des Trois Vierges, un passage qui venait vers Limerlé. Et là, on doit dire qu'il y avait une équipe de passeurs très intrépides qui ont régulièrement essayé de faire passer des gens en Belgique. Et on va y revenir par après, un peu plus en détail, sur la dénomination des passeurs du Nord. Un peu plus bas, il y a à Troyes, à Tratten, en luxembourgeois. À Tratten, il y avait un passeur spécialisé qui a par après aussi fait du travail de renseignement. C'était un monsieur du nom de Sébastien Schmitz, et qui a été très actif aussi. Et puis, au milieu du pays, dans la région de Perlé et Martelange, ça c'était lié à une association très spécifique. Elle était citée parmi les mouvements actifs, c'était l'Alverage. L'Alverage, dont le nom est composé des prénoms de leurs 4 initiateurs. C'était Albert Wingert, l'enseignant de Chifflanche, Albert, donc Al. C'était Wenzel Profond, qui était aussi un artiste, c'était V. C'était Raymond Arnstorff avec RA, et c'était Jean Doffing. Donc cette association Alverage était très active plutôt dans le sud, mais, je dis mais, comme Albert Wingert lui-même venait de la région de Perlé-Holz et Martelange, c'est là que lui, il connaissait les coins pour dire j'ai déniché une route très spéciale pour faire passer les gens donc là vers la Belgique et qui ont après été guidés soit en Belgique ou aussi vers Sedan en France. Si on descend encore un peu, on arrive donc, je vais voir dans le coin de Differdange, la Sauvage, où les gens partaient vers Saône et vers Hussigny-Godebranche. Les principaux actifs là étaient les agents du Lutzbeuer de Leif, la LRL, et c'est des patriotes indépendants. Ceux du LRL, ils ont fait passer des évadants avec l'aide des résistants de la brigade de gendarmerie de Hussigny. Et ceux des Pimen ont eu un certain nombre de passeurs qui n'ont quand même pas seulement travaillé pour eux, mais qui ont aussi travaillé pour d'autres mouvements. Ils se sont entre-aidés de façon, par exemple, qu'il y a eu auprès d'une association des problèmes pour fabriquer les faux papiers. Eh bien, ils se sont organisés, on dit, on va s'aider. Si vous nous faites des faux papiers, nous vous prêtons notre passeur ou nos passeurs. Donc ça, c'était une collaboration qui a ensemble aussi assez bien fonctionné. Maintenant, on vient dans le coin de Belleval, Esch-sur-Alzette et Rumelange, où les principales routes sont allées vers Villerue et vers Krun. En dehors, j'ai déjà cité l'Alverage, et il y avait là aussi les mouvements LFB et LFK, qui ont été cités tout à l'heure. Et autour de Rumelange, c'était surtout les frères Hubert et Jean Piglesenor. Malheureusement, l'un des frères a aussi été parmi ceux qui ont été tués à Inzert en 1944. Et aussi les frères Hayard, ils étaient 4 frères, Hayard, Albert, Arthur et Raymond, qui étaient très actifs dans ce secteur-là. Ok. Et si on vient maintenant concrètement au réseau d'évasion, comment est-ce qu'ils ont fonctionné?
Bon, d'abord, il y a eu le choix de faire pour avoir des passeurs. J'ai déjà évoqué les problèmes qu'il y avait pour trouver. Ils en ont quand même trouvé. Il y avait quelques-uns qu'on appelait les professionnels des passages. Par exemple, il y avait dans le coin de Differdange, il y avait Bip Weimischkirch qui travaillait et pour LRL et pour les Pimènes. Mais il y avait aussi dans la région d'Esch un monsieur qui s'appelait Jules Jacobi, qui était aussi très actif, qui a été différents mouvements dans les passages. En dehors donc, je vais évoquer ça déjà, des passeurs proprement dit, les réseaux d'évasion ont eu besoin d'un grand nombre, ce qu'on appelait les filiéristes, toutes les personnes qui n'ont pas fait eux-mêmes de passage, mais qui ont par exemple organisé les transports dans le pays, d'amener les gens dans la région de la frontière, qui ont organisé les hébergements, le ravitaillement, qui ont fait la fabrication de faux papiers, qui ont garanti qu'il y aurait en France et en Belgique un accueil, c'est-à-dire ils ont retrouvé les résistants, des patriotes de l'autre côté de la frontière pour pouvoir les orienter, les évader vers ces adresses, et qui plus tard ont aussi essayé d'organiser en France et en Belgique des centres d'accueil plus permanents, comme on viendra par après parler du centre de Les Ancises, où sont partis beaucoup d'évadés. Il y avait ensuite le travail des préparations des routes. Il fallait élaborer donc des routes précises, les routes les plus sûres, et là aussi, il fallait se déplacer à l'avance. Par exemple, au début, il y avait encore la France dite non occupée, et les résistants ont donc trouvé des places où ils pouvaient envoyer les évadés et dire les meilleurs passages pour passer de la France occupée à la France non occupée, ils sont là et là avec tel et tel insigne de route. Un détail, on va en revenir, c'est les consignes données aux évadés pour éviter le mieux possible certains risques. Et finalement, la même chose s'est fait aussi au niveau des renseignements. Là, il avait deux choix aussi. J'ai oublié quelque chose. Quand les jeunes avaient fait le passage en France ou en Belgique, beaucoup de mouvements ont voulu garantir à ces jeunes de rester en contact avec leur famille. Alors il y avait l'un et l'autre mouvement qui avait quelques-uns parmi eux qui étaient les facteurs qui en permanence ont transporté du matériel, de l'argent aussi, des vêtements, qui ont transporté cela de Luxembourg en France et qui ont ramené aussi certaines choses de France de nouveau aux parents des jeunes qui étaient restés ici. Bon, au niveau des... Ça c'était maintenant pour les évasions. Au niveau des renseignements, un premier travail était d'abord déterminer quelle sorte de renseignements est-ce qu'on va fournir. Et là, il y avait une demande quand même concrète, à la fois de la part du gouvernement en exil, qui a fait passer certaines demandes. Est-ce que vous pouvez nous fournir tel et tel renseignement, mais aussi de la part des services des Alliés. Donc ces renseignements concernaient un peu au pêle-mêle, mais c'était surtout au niveau militaire et au niveau politique des précisions que les Alliés et le gouvernement en exil voulaient avoir. Donc il fallait avoir les yeux et les oreilles ouverts à beaucoup de niveaux pour rassembler un grand nombre d'informations. Il y a là un petit aperçu, je ne sais pas si les gens qui sont assis plus loin peuvent identifier ces indications, oui, c'est faisable, pour voir un peu quels étaient en fait les défis pour ceux qu'ils avaient appelés ici les agents locaux de renseignement. Où est-ce qu'on doit en avoir? Où est-ce qu'il est bon et intéressant d'avoir des personnes qui vont faire des notes, qui vont écrire, qui vont transmettre? Donc là, on avait vraiment un champ très élargi pour avoir finalement assez de renseignements. Le nouveau défi après, c'était donc faire le choix de ces agents. Donc aussi, rien qu'à Differdange, pour les patriotes indépendants, ils avaient pour les renseignements une soixantaine d'agents, dont 10 étaient des femmes. Rappelez ça encore une fois, donc il y avait aussi des femmes qui participaient de façon très active, même si dans ces temps-là, comme très souvent en culture, c'était comme ça que les femmes étaient un peu parfois oubliées.
Oui, donc en fait, tu as dit qu'il fallait déjà définir les renseignements, choisir les agents, rédiger des rapports. Et après, il fallait aussi organiser la transmission oui, je reviens maintenant à la transmission, juste par un petit exemple anecdotique. Du moment qu'il y avait certains renseignements à transmettre aux responsables d'un mouvement, qui parfois étaient déjà dans le collimateur de la Gestapo, il fallait éviter que pendant une journée, tous les quarts d'heure, il y ait quelqu'un qui vienne sonner à une même porte avec quelconque papier. Je vais rapporter ça au rapporteur qui va faire le rapport pour Londres. Donc là, c'était un rôle qu'ont reçu les femmes aussi, parce que je me rappelle, parce qu'il y avait une tante à ma mère qui y participait, qui tenait un petit magasin, et alors ils avaient convenu, comme les gens qui faisaient la course, qui vont au marché, qui vendaient les magasins, qu'avec certains renseignements, les gens passaient dans le magasin de l'électricien, et dans le magasin, ils disaient à la patronne: ah oui, j'étais en épicerie, je t'ai emmené les spaghettis, et ils remettaient un paquet de spaghettis à cette patronne qui disait merci, qu'est-ce que je te dois. Et dans le paquet, en fait, il y avait des documents de l'usine ou d'une production que la femme, par après, qui était donc parente avec un des responsables, a transmis aux responsables. Donc, ils ont trouvé différentes pistes pour mener en erreur donc, les Allemands qui essayaient quand même d'observer. C'était là aussi un rôle dans la transmission. On va parler plus tard de l'autre rôle quand les rapports, quand les matériels étaient livrés. Quand les rapports étaient faits, parfois ils passaient de façon hebdomadaire, parfois en urgence plus souvent. C'est alors qu'entrait en exercice ce qu'on appelait les courriers qui passaient avec ces documents la frontière vers la France ou vers la Belgique pour que les documents puissent continuer à Londres. Et là, à Differdange, on a eu la chance parce qu'il y avait l'usine. Il y avait 3 courriers dont on va par après parler encore, qui l'un habitait en Belgique, l'autre avait une seconde maison en Belgique et qui ont par cela eu des laissez-passer pour pouvoir régulièrement traverser la frontière. Bon, ils ont malheureusement par après été dénoncés, mais au début, ils ont quand même pendant presque une année rassemblé et transmettre beaucoup de ces dossiers donc vers France ou vers la Belgique plutôt, et qu'ils passaient après vers Londres. Oui, donc là sur la PowerPoint, vous voyez en fait 2 exemples. Le premier, c'est un rapport hebdomadaire qui a été donc rédigé par le réseau des P-Men, et l'autre, c'est un plan d'une usine, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un plan d'une infrastructure stratégique importante. Et donc, ces 2 rapports ont été donc ramenés à Londres. Et par après, ils ont aussi défini des codes pour que, en fait, les Luxembourgeois sachent que les renseignements ont bien atterri là où ils devaient. Oui, ça c'est un signal. On demandait aux Alliés à Londres de faire annoncer à la BBC, dans les émissions, que les gens écoutaient toujours dans nos régions aussi. Alors c'était convenu, c'était marqué: quand vous avez reçu cette nouvelle-là, s'il vous plaît, annoncez dans telle et telle émission une quelconque phrase anodine pour qu'on sache que nos matériels est arrivé à destination. Je profite maintenant de l'occasion, on va après parler plus longtemps sur l'histoire de Peenemünde. Là, quand les Luxembourgeois, en dehors d'autres pays aussi, avaient appris certaines choses de la fabrication des fusils V1 et V2, tout de suite les responsables les ont d'urgence transmis à Londres, puisqu'ils craignaient que si ces armes sont vraiment mises en service, demain ou après-demain, l'Angleterre va être attaquée. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont donc envoyé par le canal de Marseille, donc on va en parler après, envoyé les informations, et ils attendaient à la radio BBC rien. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, toujours rien. Alors ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ils ont alors appelé d'autres agents et ont dit, voici des documents,
fallait passer par un autre canal, je vais en revenir après, et finalement, plus tard, les Français à Marseille, qui avaient reçu les informations, leur ont avoué, nous, en lisant ce truc sur une arme qui pouvait aller de France, d'Allemagne jusqu'en Angleterre, on n'y a pas cru. Ils n'ont pas prolongé cette information. Heureusement, on peut dire que l'information a quand même, par d'autres canaux, est quand même arrivée à Londres, par après aussi par Marseille, et en août, donc, début de l'année, ces documents avaient été trouvés et transmis. En août, les Alliés ont bombardé les usines de Peenemünde, et la production a été arrêtée là, mais donc c'était presque 3 mois que les agents de Marseille avaient retenu ces informations parce qu'ils pensaient que c'était bidon. Aujourd'hui, on dirait qu'ils pensaient que c'était un fake. Autre information aussi qu'ils avaient reçue, où ils n'y croyaient pas, c'était très tôt déjà des informations qu'il y aurait de l'assassinat par gaz de Juifs dans la région des pays de l'Est. Ils n'y ont pas cru non plus. Donc, pour longtemps, ils n'ont pas transmis. Donc, justement ça, concernant l'histoire des codes, qui était après, s'il s'agissait, après une émission, en entendant dire Margot a bien chanté, ça voulait dire que tel et tel message était bien arrivé. Donc, on peut en fait faire le lien justement avec les problèmes et les défis, peut-être d'abord pour les réseaux d'évasion, si tu veux. Oui, j'avais déjà évoqué tout à l'heure que pour les évadés qui venaient donc s'intéresser auprès d'un mouvement pour partir, il fallait d'abord aussi faire les préparations pour faire des photos, pour avoir les faux papiers. Et puis un moment très délicat, et c'était lui, de passer les instructions aux fugitifs. Alors là, pour être un peu plus sécurisé, il y avait des filiéristes qui faisaient ce passage d'informations très souvent pour accueillir l'évadé dans un certain lieu. Ils mettaient un masque noir sur la figure pour que, si l'évadé est pris, pour qu'il ne puisse pas faire une description. Le monsieur chez qui j'étais, c'était c'était un blanc, un barbu, et je ne sais pas quoi. Donc c'était une précaution qu'ils prenaient déjà. Ensuite, ils avaient noté sur un tout petit bout de papier les principales étapes des routes. Pourquoi un tout petit bout de papier? Mais pour que l'évadé, en cas de prise, pouvait avaler ce bout de papier avec les indications dessus. Un autre exercice qu'il faisait, il présentait un papier à l'évadé qu'il pouvait lire, qu'il devait mémoriser. Il ne recevait donc pas ce papier et il devait essayer de se mémoriser ces différentes instructions pour pouvoir s'y tenir. Je cite maintenant quelques-unes de ces indications qu'il recevait. Pensez à vous ravitailler pour 2 ou 3 jours. Emmenez 2 et 3 sets de sous-vêtements, des chaussures solides, matériel pour le rasage et le soin des dents. Si possible, emmenez un béret basque, parce qu'en France, quelqu'un qui porte un béret basque, c'est plus anodin qu'une autre couverture. Et puis, un bleu de travail. Pourquoi un bleu de travail? Je vais y revenir par après, c'était surtout pour le passage de la frontière, mais je vais encore parler de ça. Après, une recommandation aussi, si vous êtes 2, 3 ou 4 évadés, déplacez-vous séparément, restez à vue, mais à une certaine distance l'un de l'autre. Essayez de ne demander des renseignements seulement qu'à des enfants, des femmes ou des cheminots. Donc il faut dire qu'au niveau professionnel, on avait confiance en les cheminots, surtout du côté français. Ne parlez que français et n'échangez pas avec des inconnus, même s'ils parlent luxembourgeois. Malheureusement, il s'est avéré que des luxembourgeois, collaborateurs et traîtres, ont effectivement essayé dans les trains de trouver des jeunes réfugiés pour les indiquer tout de suite à la police allemande, à la police des Vichy aussi. Donc ce n'était pas toujours facile de dire « Oh, là-bas, il y a des luxembourgeois, on va leur parler ». Il pouvait y avoir des traîtres parmi ceux-là aussi.
Une autre indication qui était un peu pour mener en erreur aussi les Allemands, si vous êtes forcé de donner des noms, c'était un dénommé Becker de Bettembourg. Il est vrai qu'à Bettembourg, il existait un résistant du nom de Becker. Mais du moment que les gens ont reçu ce tuyau ici, ce Becker était déjà à l'étranger, bien en sécurité. Donc, ils ont toujours recherché ce Becker qui avait aidé tellement de gens, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Un autre, disons, conseil qu'on peut comprendre, c'était, vous avez reçu une nouvelle carte d'identité, s'il vous plaît, apprenez par cœur tout ce qu'il y a là-dessus. Si on vous interroge, il ne faut quand même pas vous tromper sur l'adresse où vous êtes né, parce qu'il y avait une autre date de naissance ou un autre lieu de naissance que votre lieu originaire. Et ne divulguez, bien entendu, jamais les noms des personnes qui vous ont aidé pour autant que vous les connaissiez. C'est pas toujours, ce qui n'était pas toujours le cas. Une recommandation ultime, s'il y a dans l'immédiatement les lieux du départ un quelconque pépin, retournez dans le village ou dans la ville dont vous êtes parti et attendez à l'église, votre pasteur va vous recontacter dans l'église. Ultime recommandation qui était devenue nécessaire après certains avertissements, quand vous êtes arrivé à bonne destination, affichez un comportement sérieux, essayez de faire honneur à votre pays et surtout, attention de ne pas trop boire ou de brailler des chants luxembourgeois. Il y a malheureusement eu de cela où des jeunes se sont fait surprendre par les Allemands parce qu'ils chantaient en luxembourgeois à 500 km de Luxembourg. Ça restait quand même toujours risqué. Une autre préparation, il y a là sur la carte quelques indications, c'était les routes et adresses utiles. J'avais déjà dit avant que les résistants du Luxembourg sont partis pour dénicher certaines bonnes adresses et alors ils ont donné ces adresses aux évadés. Par exemple, du côté de Hussigny, de l'autre côté de Differdan, j'avais un pied-à-terre permanent, un vieux monsieur que j'ai encore connu après la guerre, qui s'appelait Aimé Georges, bleu de travail, mégot de cigarette dans la bouche et béret, le français type, et qui là recevait très souvent des évadés, leur première étape sur son français, pour les guider pour les transports suivants et pour leur donner du ravitaillement aussi. Un peu plus loin, vers Lanvie, où beaucoup de jeunes qui ont fait le chemin à pied de Hussigny jusqu'à Lanvie, qui ont pris le train à Lanvie pour aller à Paris, il y avait un café qui était très recommandé aussi. Et je me rappelle là qu'en octobre 1943, donc après déjà une année et plus de fonctionnement très organisé, il y avait deux évadés, dont il y a peut-être des gens ici qui le connaissent, il est décédé entre-temps, le clairon d'honneur de l'armée luxembourgeoise, de la musique militaire, Johnny Schmidt, qui avait été déserteur, avec son copain de la fuite. Ils sont arrivés à ce café, c'était fermé. Et eux, ils voulaient évidemment essayer de quand même, il faut que quelqu'un nous ouvre. Alors il y a une voisine qui les appelait, qui a dit « Disparaissez vite, les gérants ont été arrêtés par la Gestapo il y a 2 jours. » Donc eux, ils avaient énormément de chance que le local n'a pas été surveillé. Donc ça, c'était certaines adresses qui, à un certain moment, pouvaient quand même être brûlées. Il y avait donc différents locaux comme ça, où là encore, ils avaient convenu, comme avec les messages de Londres, d'un certain code. Par exemple, vous allez là et là, et donc ça c'était près de Lyon, indiquez que vous venez de la part d'un ami du frère Arthur de Pétanche. Ou une autre indication, c'était vous venez sur recommandation du luxembourgeois de Rumelange. Il y avait toujours différentes recommandations, ou bien une autre localité, il devait téléphoner à un numéro en disant « je téléphone de la part de Joséphine ». Donc c'était toujours des essais de mener en erreur et donc de pouvoir se passer donc, de surprises désagréables. Et puis, un dernier point encore sur les évasions, c'était que pour réussir autant de passages, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent, il fallait fabriquer autant de cartes, il fallait donc être très performant. Alors,
le déroulement des... Attends, je me suis là un peu gouré, je me suis cherché pour retrouver ça, pardon, oui, ça y est. Pour tous ces passages, il inclut tout ce qu'il y avait à faire, les hébergements et tout, et il fallait une organisation assez performante. C'était réussi, en fait, pratiquement en partant de début 43 jusqu'à 44, il y a eu énormément de passages, jusqu'à une trahison dont je vais parler plus tard. Et encore un dernier mot, je reviens au bleu de travail, l'histoire des passages traditionnels qui se passaient dans cette région comme ça. Les gens ont dormi, les évadés, chez des filiéristes donc, qui prenaient le risque de leur donner à manger et à les héberger. Le passeur est venu le matin vers 4 heures les prendre au lieu d'hébergement, et ils ont fait ensemble 3 à 5 km à pied pour se cacher en pleine nature, très près de la frontière et en même temps de l'entrée principale de la minière française de Hussigny. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils attendaient à 6 heures le signal du changement des travailleurs. Et alors, pourquoi qu'ils avaient dû emmener un bleu de travail qu'ils mettaient sur leurs vêtements civils? Ils mettaient ces bleus de travail, ils mettaient leur béret et ils se mêlaient aux ouvriers qui sortaient de l'usine. Donc, autant d'évadés se sont promenés le matin à 6 heures avec les Français qui rentraient fatigués de leur travail, avec autant d'évadés parmi eux. Ça, c'était l'histoire donc du bleu de travail qu'ils ont pu jeter par après ou emmener là où ils voulaient aller. Voilà, donc pour autant sur les évasions. Mais donc les réseaux de renseignement avaient aussi leurs propres défis et problèmes. Oui, je viens là, ça va quand même déjà assez entrer dans une liste de lieux et de places où ils ont été orientés. Ça, c'était l'histoire des renseignements. Ça se passait comme ça que du moment que quelqu'un était en France, selon ce qu'il voulait faire, il entrait plus ou moins en contact avec les résistants français. Il y avait des jeunes qui disaient « Moi, si j'obtiens un boulot en France, je me tiens tranquille et je ferai ce travail et j'espérais que je pourrais passer le reste de la guerre là. » D'autres ont dit « Non, je n'ai pas assez de ça, moi je veux m'engager. » Ils ont carrément posé la demande « Est-ce qu'on peut quelque part avoir des contacts avec les résistants français ou belges pour travailler contre les Allemands ?» Il y avait donc d'abord aussi ceux qui avaient dit « Nous, on veut passer de la France par l'Espagne et peut-être aussi venir en Angleterre parce qu'on veut aider les Alliés à combattre. » Et d'autres encore, tu avais évoqué cela aussi, qui ont dit « Moi, je veux participer aux travaux des maquisards, des maquis donc en France ou en Belgique aussi. » Selon l'objectif de ces jeunes, le degré d'implication avec des résistants de l'autre pays était beaucoup plus grand. Donc, il y a au Luxembourg ceux qui sont partis en France et les réseaux avec lesquels les luxembourgeois ont le plus travaillé, c'était le réseau de la famille Martin, le réseau Mithridate et puis les lignes Charlotte et Elisabeth. On parlera plus tard du réseau de la famille Martin. D'abord, en rapide résumé, le réseau Mithridate, c'était un réseau de renseignement qui fut fondé en juin 1941 à la requête du MI-16, le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. C'était un des réseaux les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Il rassembla 1600 agents répartis sur tout le territoire français, sur la Belgique et sur le nord de l'Italie. Donc, c'était donc le réseau Mithridate. Les adresses autres de ces réseaux Mithridate, on va parler de ce réseau encore par le biais de l'espion Eugène Léger. En dehors des indications pour rallier un tel réseau, il y a eu différents lieux qui ont joué un grand rôle pour les luxembourgeois, les réfugiés quand ils étaient en France. Par exemple, il existait à Montpellier le centre des réfugiés luxembourgeois où l'ancien ministre René Blum présidait le comité.
il y avait une antenne de la Croix-Rouge luxembourgeoise à Montpellier, et il y avait aussi l'Office luxembourgeois de Vichy, qui avait la charge d'aider les compatriotes en détresse. Pour l'antenne de la Croix-Rouge, au départ, c'était le docteur Charles Marx, qui allait par après devenir ministre de la Santé à Luxembourg. Dr Charles Marx, il a pendant un court moment garanti le fonctionnement de la Croix-Rouge à Montpellier. Quand lui, il partait pour d'autres missions, il y a eu beaucoup de plaintes de la part de réfugiés qui ont dit que la Croix-Rouge ne nous a pas vraiment aidés. Le docteur René Blum, qui en tant qu'ancien ministre a fait un bon travail pour le centre des réfugiés de Montpellier, mais avec les représentants luxembourgeois officiels des Vichy, par la personne aussi d'Antoine Funk, il y avait une certaine méfiance envers les évadés, les réfugiés, surtout envers les non-luxembourgeois. Dans un article récent, l'historien Henri Wienkel a écrit la phrase suivante: « Ces relations laissaient percevoir deux mondes différents, celui de l'art diplomatique et de la raison d'État, et celui de l'urgence humanitaire et de l'initiative politique. » Une telle phrase me remet tout de suite en mémoire ce qui se passe actuellement au niveau des migrations aussi. C'est un peu le même jeu. À remarquer aussi qu'on parlait beaucoup de Montpellier, les premiers passages de ces gens qui sont évadés à Differdange, ils ont eu une orientation, on leur a dit rendez-vous à Montpellier à l'hôtel Édouard VII et demandez à voir Monsieur Fleur. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour savoir que c'était destiné à Monsieur Blum. Quand Blum est parti de Montpellier en 1942, le centre des réfugiés luxembourgeois n'allait pas survivre très longtemps. Le docteur Marx, qu'on a déjà évoqué, lui partait à Quillan, dans l'Aude, et il a là eu une clinique privée. Dans cette clinique, il a aussi accueilli en permanence et traité et aidé des réfugiés luxembourgeois. Il a par exemple très vite créé le réseau de la ligne Charlotte. Bon, ligne Charlotte, ça, le nom le disait déjà, c'était surtout pour secourir les évadés de Luxembourg. Et il a plus tard créé la ligne Elisabeth, donc en automne 1942. Ça, c'était un passage spécial des réfugiés qui voulaient rallier l'Angleterre à travers l'Espagne. Une autre adresse très intéressante, c'était celle de Walter Humbert, alias Paul Gauthier. C'était un juif autrichien qui avait habité au Luxembourg. Il avait émigré d'Autriche au Luxembourg déjà en 1926 et qui, lui, avait déjà travaillé avant la guerre pour les services secrets français. Parti on va encore revenir dans une biographie plus détaillée sur lui. Parti donc en 1940 avec son épouse au sud de la France. Il s'est établi à La Ciotat, côté de Marseille, et il a créé, avec des amis juifs, le réseau de la famille Martin. En été 1941, l'industriel François Goerens, luxembourgeois, qui était directeur des aciéries à Les-Ancise, dans le Puy-de-Dôme, assez proche de Clermont-Ferrand, lui, il a embauché des luxembourgeois qui avaient plutôt par hasard abouti dans cette région. Plus tard, cette région allait devenir un des buts principaux des évadés. Voilà. Donc, un dernier personnage encore à évoquer au niveau médical, c'était un docteur de Dudelange, le docteur Schumacher de Dudelange, qui avait été suspecté d'agissement anti-allemand. Il a, en juillet 1941, reçu l'interdiction d'exercer la médecine. Il a même dû aller travailler sur les autoroutes allemandes à Wittlich. Et alors, on lui a dit que probablement en Allemagne, on aurait besoin de médecins et qu'il serait envoyé pour pratiquer en Allemagne. Il est rentré à la maison, il a fait ses bagages et il est parti avec sa femme en Dordogne, en France.
Il a continué le travail pour la résistance et après le débarquement, il a dirigé 3 centres sanitaires pour aider donc tous les blessés qui venaient des fronts et qui en avaient besoin. Autre personnage aussi qui a joué un rôle, où on va revenir dans une biographie, c'était Eugène Léger. Je pense que j'ai évoqué son nom, c'était un des premiers passeurs avec Ungeheuer. Eugène Léger, après 3 mois de travail intensif, ils avaient passé plus de 100 évadés. Il est parti lui-même parce que le sol devenait un peu trop brûlant. Et il a tout de suite, en France, il était un de ceux qui disaient « je ne peux pas rester quelque part et me cacher ». Il a tout de suite fait l'engagement dans le bureau central des renseignements et de l'action. Il est devenu agent permanent du réseau Mithridate que j'ai déjà cité. On reviendra sur lui encore. Ensuite, pour évoquer aussi un petit peu les risques que les passeurs couraient, je cite aujourd'hui, parce qu'il y a 2 jours que le fils de ce passeur est mort, le sort malheureux du passeur François Goldschmidt, qui avait fait beaucoup de passages pour différents mouvements de résistance et qui avait été surpris par des gendarmes allemands qui lui avaient tiré dessus le 12 février 1944. Et il avait été blessé, mais il a réussi à se cacher et à se sauver. Il a quand même été plus tard, 2 mois plus tard, trahi par un réfugié auquel il avait même donné de l'aide. Et puis les Allemands l'ont interpellé, et au niveau de ses blessures, ils ont compris qu'il s'agissait de celui qui leur avait échappé un peu plus tôt. Et bien François Goldschmidt a été amené au camp de concentration de Natzweiler, où il a, avec 10 autres prisonniers, dont ses amis Ungeheuer et Marcel Jung, qui travaillaient à Liaison 6, ils ont été assassinés le 19 mai 1944, donc à 3 semaines, même pas du débarquement. Juste pour le dire, le risque que couraient aussi ces passeurs qui se mettaient au service de leurs collègues du pays. Un lieu d'étape qu'il faut encore citer, c'est une ferme très près de Metz, à 15 km de Metz, à Conflans-Jarny. Ça s'appelait la ferme de Caulre. C'était un lieu d'étape où il y avait un luxembourgeois qui était propriétaire, il avait encore de la famille à Esch, et régulièrement, sa famille lui a envoyé des jeunes qui faisaient l'évasion en disant « Adressez-vous chez notre famille qui vont vous héberger et vous aider à continuer en France ». Dans cette ferme, donc, il y avait donc un propriétaire qui a reçu et placé beaucoup de jeunes. Et bon, il y avait en outre aussi la sœur du propriétaire qui était là avec lui pour aider les jeunes. Ce qui est arrivé, on va en parler plus tard plus précisément, c'est une trahison le 15 avril 1944, et la ferme aussi a été visitée par la Gestapo. Le propriétaire et la sœur ont été emmenés dans différentes prisons. La sœur, qui s'appelait Hélène Nicolai, on va la retrouver plus tard, elle a abouti au camp de Ravensbrück. Elle a heureusement pu survivre le camp de concentration de Ravensbrück. Voilà, ça c'était... Bon, déjà maintenant qu'on était dans une petite ferme, on arrive, je regarde rapidement le chrono. Oui, on est presque à 1 heure, donc je pense qu'il faut un peu... Oui, accélérer. Sinon on terminera jamais. Donc je veux juste évoquer le centre que Albert Ungeheuer a érigé à Liaison 6. C'était là où il y avait cette usine. Et il est allé là-bas, il avait recherché son frère. En même temps, il cherchait, en mission de Luxembourg, il cherchait une adresse où on pouvait peut-être accueillir les nombreux évadés à un lieu plus fixe et plus sûr. Il a trouvé que Liaison 6, cette très petite localité, donc pas trop loin de Clermont-Ferrand, était très intéressante. D'abord, il y avait déjà un patron d'usine qui embauchait aussi des luxembourgeois. Et il a trouvé un hôtelier qui était prêt à lui céder son hôtel pour réserver en permanence des chambres pour faire l'accueil des évadés. En dehors de ça, il y avait à Clermont-Ferrand, au bureau de la préfecture, un patriote français qui était issu de nos régions ici, qui venait de Roussy, le village qui est à côté de Dudelange. Celui-là procurait donc les documents, l'hôtelier, le logement, et Albert Ungeheuer et son équipe
Ils ont organisé tout, des postes de travail, des logements, des relations envers ceux qui voulaient rejoindre le maquis. Et ce centre a fonctionné pendant presque une année avec autour de 1000 passages qui sont y arrivés. Malheureusement, on peut dire que le succès de la filière a aussi causé sa perte. En fait, il est évident qu'avec une telle affluence d'évadés, il y a eu aussi des éléments moins fiables qui n'étaient ni prêts pour travailler, ni motivés pour rejoindre le maquis, mais qui pensaient pouvoir jouer les touristes ou s'activer même au marché noir. Quelques-uns ont même volé de l'argent, des cartes d'identité, des tampons et des cartes de tabac à Albert Ungeheuer. Un de ces jeunes, qui était un déserteur, qui avait eu de l'aide lui-même, il a pensé qu'il était intéressant de retourner à Luxembourg pour raconter un peu aux copains ce qu'il avait déjà vécu de la vie avec cette évasion. Il a été attrapé à la frontière et il a été d'accord, pour sauver sa peau, d'aider les Allemands de faire sauter cet accueil à Raison 6. Il a donc accompagné l'enquêteur principal au sud de la France. Il a vendu le centre des Ancis. Et finalement, quand les Allemands ont trouvé là les principaux acteurs, ils ont trouvé aussi d'autres adresses et ils ont cherché dans les alentours, puisque l'autre leur avait raconté qu'il y avait déjà eu beaucoup d'évadés placés dans les alentours. Ils ont en tout, dans les 3 semaines, 4 semaines qui suivaient de la mi-mars de cette arrestation, ils ont attrapé presque 80 d'anciens évadés qui avaient pensé déjà être en sécurité. Sur ces 80, ils en ont mis beaucoup en prison, en Allemagne aussi. Et finalement, après différents emprisonnements, il y en a en tout eu 30 sur ces 80 qui ont été tués. Peut-être pour faire un peu plus rapide, on peut passer à un exemple belge avec le réseau de Pierre Kergen qui montre aussi les problèmes que ces réseaux de passeurs ont rencontrés. Voilà, j'y suis. Donc, j'avais évoqué ces passeurs du Nord. Pierre Kergen et quelques copains qui ont organisé au printemps 1944 aussi 3 passages l'un derrière l'autre pour sauver 50 évadés et plus y inclut encore 6 pilotes alliés dont les avions ont été descendus. Alors, vous voyez les photos là, pour eux, ils ont fait 3 déplacements et lors du dernier, ils ont décidé, les passeurs, d'emmener leur vélo puisqu'ils voulaient alors rester en Belgique quelques jours pour aller rendre visite aux évadés qu'ils avaient déjà aidés les semaines d'avant. Ils ont fait cela, ils connaissaient toutes les adresses, ils avaient amené un appareil photo, et vous voyez là certaines de ces photos. Ils ont eu des bons moments, les gars qui avaient pris la fuite avant étaient tous bien placés. La Belgique a beaucoup fourni aussi d'accueil, beaucoup de bonnes adresses. Finalement, il y a un des passeurs qui est resté en Belgique, les 2 autres sont rentrés. C'était au moment où les Allemands ont encore une fois relancé des enrôlements pour une certaine tranche d'âge. Et donc, un de ces passeurs, c'était M. Kremer, un des frères Kremer, il a reçu sa convocation pour aller en enrôlement. Il a contacté son frère qui était resté en Belgique, il a dit « Écoute, tu peux m'aider, tu connais mieux les chemins, tu viens me chercher, je vais venir en Belgique avec toi. » Son frère est venu, il avait sur lui des documents, des faux papiers et aussi les photos qu'ils avaient faites, donc vous voyez une partie là. Il a été attrapé, poursuivi par les Allemands qui lui ont tiré dessus. Heureusement, il a eu le réflexe de jeter dans un champ les photos et les documents que les Allemands n'ont pas trouvés. Ça aurait coûté la vie à beaucoup de personnes. Finalement, les Allemands l'ont pris, lui, il a été amené à l'hôpital. Ils l'ont un peu même remis sur pied pour pouvoir le torturer et l'interroger. Ils l'ont finalement tué à Torgau quelques mois plus tard. Donc, l'histoire de ces passeurs du Nord montre aussi, on peut dire, une insouciance de jeunesse, le courage qu'ils avaient. Mais en fait, je peux profiter de ce moment pour dire aussi qu'en Belgique, il y avait 2 réseaux aussi
il y avait le réseau Zéro et le réseau Clarence, qui ont beaucoup aidé tous les évadés luxembourgeois. Et il y avait aussi, dans les Ardennes, beaucoup de maquis, donc des maquisards et des résistants. Il y avait des grands camps aussi souterrains où beaucoup de luxembourgeois ont ici été accueillis. Et relevant peut-être que là, dans certains villages des Ardennes belges, il y avait certains curés de villages qui ont joué un rôle très important pour aider les résistants et les évadés. Et autre fait qui correspond peut-être pas aux traditions du Luxembourg, les résistants, aussi les luxembourgeois qui ont été actifs dans les Ardennes belges et aussi dans la région plus au sud de la Belgique, dans la région Arlon et Virton, ils n'ont pas seulement combattu les Allemands, mais ils ont aussi fait la chasse aux collaborateurs. Ainsi, il y en a eu quelques-uns qui ont aidé leurs amis belges à poursuivre les collaborateurs, à les prendre et à les assassiner. Parce qu'ils redoutaient qu'une fois la guerre terminée, ces salauds, comme ils disaient, qui avaient trahi beaucoup de camarades, pourraient sortir avec une punition qui n'en serait pas. Donc c'est aussi un événement qui a eu lieu juste de l'autre côté de la frontière.